Pour que tout le monde comprenne les schémas électriques, il existe des symboles normalisés, associés à chaque dipôle. Ceux-ci peuvent être représentés horizontaux ou verticaux, mais jamais inclinés. Un générateur sera représenté comme ceci, un cercle avec un G majuscule à l'intérieur. Si on le met verticalement, le G doit rester dans le sens de lecture. Si le générateur a une borne plus et une borne moins, il faut l'indiquer sur le symbole. Une pile, même si elle est un générateur, a un symbole qui lui appartient. 2 barres parallèles, la plus grande étant le plus. Il existe 4 positions possibles. Attention de ne pas trop éloigner les 2 barres et de bien marquer la différence de taille entre les barres. Une lampe est représentée par une croix dans un cercle. Attention, la croix doit toucher le cercle et elle est inclinée comme un signe multiplié. Une diode est représentée par un triangle traversé par une barre. Une barre perpendiculaire est tracée à la pointe. Attention, la barre doit toucher la pointe et faire la même hauteur que le triangle. Une DEL est une diode qui peut éclairer dans un sens de branchement. On rajoute juste 2 petites flèches perpendiculaires à un côté du triangle. Ces flèches sont toujours tracées, que la DEL éclaire ou pas. Un interrupteur est tracé comme ceci. La barre part toujours du centre d'un cercle. Quand il est fermé, l'autre extrémité appuie sur le dessus de l'autre cercle. La barre ne doit pas dépasser et être bien en contact avec ce cercle. Quand il est ouvert, on veille à ne pas faire la barre trop longue non plus. Un moteur est représenté par un M majuscule dans un cercle. Les fils sont représentés par de simples traits, obligatoirement verticaux ou horizontaux. Un résistor est représenté par un rectangle. Un fusible est représenté par un rectangle traversé par un trait. Tous ces symboles doivent être faits à la règle. Je n'impose pas le compas pour les cercles tant que le tracé des élèves ressemble à un cercle, mais à vous de respecter les consignes de vos enseignants. Certains composants sont capables de créer un courant électrique. On dit que ce sont des générateurs. C'est le cas d'une alimentation, d'une pile, d'une batterie, d'un panneau photovoltaïque. D'autres composants ne peuvent pas créer de courant électrique. On dit que ce sont des récepteurs. C'est le cas d'un moteur, d'une lampe, d'un fil, d'une résistance, d'une diode, d'une DEL, etc. Les diodes sont une famille de composants. Il y a les simples diodes, les diodes électroluminescentes, que l'on appelle DEL en français ou LED en anglais, les photodiodes, etc. Les diodes ont toutes une propriété commune. Elles ne laissent passer le courant que dans un sens de branchement, et le bloquent si elles sont branchées dans l'autre sens. Pour une simple diode, il passe quand il arrive de ce côté. Pour une DEL, il passe quand il arrive de celui-ci. On dit que les diodes sont dans leur sens passant si le courant passe. S'il arrive dans l'autre sens, la diode l'empêche de passer. Elle est dans son sens bloquant. Le symbole d'une diode traduit ce fonctionnement. Le triangle indique en effet le sens que doit avoir le courant pour pouvoir passer. La barre symbolise un mur qui empêcherait le courant de passer. Dans ce sens-là, il n'y a pas de courant. Comme une DEL a cette propriété en commun avec une simple diode, on retrouve la même base dans le symbole. On le complète juste avec la propriété supplémentaire d'une DEL qui est de s'allumer quand le courant passe. On représente cela par 2 petites flèches qui partent du symbole. On doit les faire quel que soit le sens de branchement de la DEL. Les flèches indiquent en effet qu'elle peut éclairer dans certains cas, pas qu'elle est en train d'éclairer. Si on ne les met pas, ce n'est pas une DEL qui est représentée, mais une simple diode. Certains composants fonctionnent de manière différente suivant leur sens de branchement. C'est le cas d'un moteur dont l'axe va tourner dans un sens avec un certain sens de branchement et dans l'autre si on inverse le branchement. C'est le cas d'une diode également qui va laisser passer le courant dans un sens de branchement mais le bloquer dans l'autre. Ces composants sont dits polarisés. D'autres composants, comme les lampes, les résistances, fonctionnent de la même façon quel que soit le sens de branchement. On dit qu'ils sont non polarisés.
Un interrupteur peut être ouvert ou fermé. On le représente par les symboles suivants. Ce symbole est semblable à une porte ouverte vue de dessus. Il est donc facile de se souvenir que l'interrupteur est ouvert dans ce cas. Ici, il est semblable à une porte fermée vue de dessus. Il est donc fermé. Parfois, les élèves pensent que le courant passe quand l'interrupteur est ouvert, puisque l'on peut passer à travers une porte ouverte. Ce n'est pourtant pas le cas pour le courant. Pour comprendre que le courant peut passer quand l'interrupteur est fermé, il suffit d'imaginer qu'il vient du mur à gauche de la porte et qu'il doit passer sur l'autre mur. On voit bien que dans le premier cas, c'est possible, mais pas dans le deuxième. En résumé, un interrupteur ouvert se représente comme ceci. Le courant ne peut pas passer. On dit aussi que le circuit est ouvert. Un interrupteur fermé se représente comme ceci. Le courant peut passer. Le circuit est donc fermé. Le terme série fait penser à une série télévisée. Comme dans une série où l'on retrouve des épisodes les uns à la suite des autres, on va retrouver ici les dipôles les uns à la suite des autres, que ce soit dans le montage ou dans le schéma. Pour réaliser le montage, il suffit donc de relier les composants les uns à la suite des autres. L'ordre n'a pas d'importance. On ne peut pas avoir dans ce montage deux fils branchés l'un sur l'autre. Pour le schéma, c'est le même principe. On met les symboles les uns à la suite des autres dans l'ordre que l'on veut. On peut les répartir comme on le souhaite sur les différents côtés, en respectant les règles habituelles. Pas de symbole dans les angles, tracé à la règle. On doit obtenir un rectangle à la fin. Pour t'entraîner, réalise le schéma d'un circuit en série comprenant une lampe, un moteur, une pile et un interrupteur fermé. Mets en pause, puis relance pour la correction. Tous ces schémas sont justes et équivalents. Le terme dérivation fait penser à déviation. Pour des voitures, c'est offrir une nouvelle route pour les véhicules. C'est la même chose pour le courant électrique. Pour réaliser un circuit entièrement en dérivation, il faut commencer par relier un premier dipôle au générateur. De même, pour réaliser le schéma, on commence par relier un premier symbole à celui du générateur, en le faisant de préférence parallèle. On relie ensuite le dipôle suivant au premier par ces deux bornes. On peut aussi le brancher sur le générateur. On fait la même chose sur le schéma. S'il y a d'autres dipôles, on continue sur le même principe. Pour t'entraîner, réalise le schéma d'un circuit en dérivation comprenant une pile, une DEL, une lampe et un résistor. Mets en pause, puis regarde la correction. Tous ces schémas sont justes. À la fin, tu dois obtenir plusieurs rectangles. Attention, il est interdit de placer les symboles dans les angles et tu ne peux pas faire partir 3 fils d'un dipôle. Lorsque l'on court-circuite un dipôle seul avec un générateur, ou d'une manière générale un dipôle en dérivation avec un générateur, celui-ci est court-circuité. Le courant devient alors très fort, les fils chauffent énormément et il y a risque d'incendie. On peut le montrer en réalisant cette expérience. C'est de la laine de fer qui court-circuite ici le générateur. Les fluctuations d'éclairage montrent bien que la lampe est court-circuitée. On observe que la laine de fer chauffe assez pour brûler, il y a danger. Pour réaliser le montage souhaité sans se tromper, il est indispensable de bien commencer le circuit. C'est en effet en plaçant les premiers fils que l'on va s'assurer de réaliser le bon montage. Dans les deux cas, on peut commencer à brancher un fil sur chacune des bornes du générateur. Si l'on veut réaliser un montage en série, ces fils ne doivent pas être reliés au même dipôle, à une même lampe par exemple. Un des fils va donc être relié à un premier dipôle, l'autre le sera donc à un deuxième dipôle. Il suffit ensuite de finir de relier les bornes libres restantes pour achever le circuit. À la fin, on ne doit pas avoir deux fils branchés l'un sur l'autre. Si l'on veut réaliser un montage en dérivation, on doit brancher les deux fils reliés au générateur sur un même dipôle, ici sur une lampe. On place ensuite deux fils sur le dipôle suivant et on le relie sur la lampe déjà branchée, ou si l'on préfère, sur le générateur. Cela ne change rien au fonctionnement.
Tous les dipôles sont donc branchés les uns sur les autres, et on doit donc voir dans ce circuit plusieurs fils branchés sur une même borne. Les circuits en série et en dérivation ont des propriétés différentes. Quand on rajoute des dipôles en série, ils vont fonctionner de moins en moins bien. Quand on rajoute des dipôles en dérivation, rien ne change pour les autres. Dans un circuit en série, il n'y a qu'un seul chemin possible pour le courant. S'il ne peut plus passer à un endroit, si une lampe est grillée ou dévissée par exemple, il n'y a plus de courant du tout et tout cesse de fonctionner. Dans un circuit en dérivation, le courant se divise en chacune des branches contenant les dipôles. Si un composant grille ou est dévissé, il peut toujours circuler dans le reste du circuit et les autres dipôles fonctionnent comme avant. Les dipôles sont totalement indépendants. Si on court-circuite une lampe dans un circuit en série, c'est comme si elle n'existait plus. Tant que le générateur n'est pas court-circuité, il n'y a pas de risque à part faire griller certains dipôles s'ils sont en surtension. Si on court-circuite un dipôle dans un circuit en dérivation, c'est comme si on court-circuitait tous les dipôles. Le générateur est donc court-circuité également et il y a un risque d'incendie. Nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer l'intensité du courant électrique. L'intensité se mesure avec un multimètre. Celui-ci peut mesurer plusieurs grandeurs. On va l'utiliser ici en tant qu'ampèremètre, puisqu'il va mesurer une grandeur s'exprimant en ampères. Nous avons au collège 4 types de multimètres, qui fonctionnent tous sur le même principe. Nous pouvons voir qu'ils sont composés de 3 parties. Un écran qui va afficher la valeur mesurée, un cadran autour duquel sont inscrits des nombres appelés calibres, et des bandes de branchement. Intéressons-nous d'abord au calibre. Par définition, c'est la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est aussi souvent la plus grande qu'il peut supporter avant de griller. On se place donc toujours au départ sur le plus grand calibre, par sécurité. On voit apparaître ici différentes unités. La partie qui nous intéresse est en ampères, et si plusieurs zones existent, on choisit toujours la zone sans la vague, ou marquée DCA. Il faut ensuite choisir les bornes de branchement. COM signifie commun. On utilisera donc toujours cette borne sur laquelle on place un fil noir. On branche ensuite un deuxième fil sur la borne correspondant au calibre le plus grand, 10 A ou 20 A, suivant les appareils. Une fois cela fait, on peut brancher l'ampèremètre dans un circuit. Attention, il se place toujours en série avec le dipôle dont on veut déterminer le courant qui le traverse. Attention également, la borne COM doit toujours être branchée vers la borne négative du générateur, borne noire. Si ce n'est pas le cas, un signe moins apparaît. Il suffit alors d'inverser les fils sur l'ampèremètre pour le faire disparaître. L'inconvénient des grands calibres est de manquer de précision. Pour l'améliorer, on va aller vers les calibres plus petits, qui sont en milliampères. Attention, on ne doit surtout pas dépasser le calibre. Il faut donc convertir sans se tromper la mesure effectuée. Pour passer des ampères en milliampères, on multiplie par 1000. Ici, on a donc 0,18 ampères égale 180 milliampères. 180 milliampères étant bien plus petit que le calibre 200 milliampères, je peux donc bien passer sur ce calibre-là. Pour cela, j'ai 2 opérations à faire. Tourner le commutateur sur 200 milliampères et débrancher le fil de la borne 10 ou 20 ampères pour le brancher sur la borne marquée milliampères. Si j'oublie ce dernier point, une valeur sera affichée, mais sera complètement fausse. Si je me trompe dans mon changement de calibre et qu'il est dépassé, l'appareil va afficher un message alerte. Suivant l'appareil, ce sera un chiffre 1 suivi d'un point ou l'affichage OL. Je dois aussitôt débrancher un fil du multimètre pour éviter qu'il grille. En fin de manipulation, je commence toujours par débrancher un fil de l'ampèremètre, puis je pense bien à tourner le bouton sur OFF pour préserver les piles. Pour pouvoir utiliser correctement un ampèremètre, on doit convertir sans erreur les ampères en milliampères. En effet, on se place au début sur le calibre 10 ampères, le moins fragile, mais aussi le moins précis.
Les autres calibres de l'appareil étant en milliampères, il faudra faire cette conversion. Pour rappel, le calibre est la plus grande valeur que l'appareil peut supporter. Plus le calibre est petit, plus il est fragile, mais il est aussi également plus précis. Il faut donc aller vers les petits calibres quand on fait une mesure et quand c'est possible, pour avoir la valeur la plus précise possible. Il faudra toujours que la valeur soit plus petite que le calibre pour pouvoir régler l'appareil sur ce calibre. Cette conversion est facile, c'est la même que pour passer des mètres au millimètre, des grammes au milligramme, etc. Il existe de nombreuses techniques pour faire cela rapidement. Un tableau de conversion, par exemple, c'est celui-ci qu'il faudra utiliser. On met le chiffre avant la virgule dans la case ampère, puis on écrit les autres chiffres et on complète si nécessaire avec des zéros jusqu'à la case milliampère. On enlève ensuite la virgule et les zéros inutiles. On peut aussi retenir que les milliampères sont le troisième chiffre après la virgule et lire directement le nombre en rajoutant les zéros nécessaires et en enlevant la virgule. On peut aussi déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. On peut aussi se souvenir que pour passer des ampères aux milliampères, il faut multiplier par 1000, ce qui revient à multiplier 3 fois par 10. Entraîne-toi maintenant à convertir ces nombres, mets en pause, puis relance pour la correction. Pour comprendre ce qu'est un calibre sur un ampère-mètre, il faut déjà bien distinguer ce terme de calibre d'un autre terme, les bornes. Les bornes sont les bornes de branchement, c'est là que l'on va brancher les deux fils qui serviront à relier l'appareil au reste du circuit. Dans le cas de l'ampère-mètre, un fil ira obligatoirement sur la borne COM, puis sera relié vers le moins de générateur. L'autre fil est branché sur la borne 10 A ou sur la borne milliampères, suivant le calibre que l'on va utiliser. Les calibres sont les valeurs indiquées autour du cadran. Quand on utilise cet appareil en ampère-mètre, on voit qu'il y a à notre disposition 4 calibres, 10 A, 200 mA, 20 mA et 2 mA. Ces nombres indiquent la plus grande valeur que peut mesurer l'appareil. Ainsi, si je suis sur 200 mA, l'appareil peut mesurer jusqu'à 200 mA, pas au-delà. Par contre, plus on va aller vers de petits calibres, meilleure sera la précision. Pour bien comprendre la méthode pour faire une mesure, on peut comparer les calibres à des éprouvettes permettant de mesurer un volume. Imaginons que l'on veuille mesurer, en une seule mesure, un certain volume présent dans un récipient opaque. On n'a donc aucune idée de la valeur de ce volume. On a à notre disposition 4 éprouvettes. La première mesure jusqu'à 10 litres, mais chaque graduation correspond à 0,01 litre, soit 10 ml, ce qui n'est pas très précis. La deuxième mesure jusqu'à 200 ml seulement, mais par contre les petites graduations correspondent à 2 ml, ce qui est beaucoup plus précis. La troisième, elle, ne mesure que jusqu'à 20 ml, mais à 1 ml près. La valeur sera encore plus précise. La dernière mesure jusqu'à 2 ml seulement, mais avec une précision de 0,1 ml. On a encore amélioré la précision. On voit bien le parallèle avec les calibres 10 A, 200 mA, 20 mA et 2 mA. Si on n'a aucune idée du volume de liquide et que l'on veut mesurer en une seule fois, quelle éprouvette va-t-on utiliser en premier? Celle de 10 litres évidemment, car on est presque sûr de ne pas la faire déborder. Pour l'ampère-mètre, c'est la même chose, on utilise toujours le calibre 10 A pour commencer. Comme on veut avoir une mesure précise, on va ensuite verser dans des éprouvettes plus petites si l'on peut, de même que l'on va aller vers des calibres plus petits. Imaginons que l'on a mesuré 0,03 litres dans la plus grande éprouvette. On voit que pour savoir si l'on peut verser dans les autres sans risque, il faut convertir les litres en millilitres. Pour cela, on multiplie toujours par 1000. De même pour l'ampère-mètre, il faudra toujours convertir l'intensité qui est en ampères au départ en milliampères, toujours en multipliant par 1000. 0,03 litres est égal à 30 millilitres. Quelles sont les autres éprouvettes que je peux utiliser? Celle de 200 ml sans problème. Par contre, si l'on verse le liquide dans celle de 20 ml ou celle de 2 ml, le liquide va déborder, donc je ne peux pas. De la même façon, si je mesure 0,03 A, ce qui fait 30 mA, je ne peux utiliser que le calibre 200 mA. Si je passe sur les autres, je vais faire déborder l'ampère-mètre, ce qui dans ce cas signifie le faire griller. L'appareil m'avertira du danger en affichant le signal suivant, un 1 avec un point à côté. Quelle éprouvette dois-je utiliser au final pour faire ma mesure? La 200 ml, car c'est la plus petite et donc la plus précise des éprouvettes utilisables. Quel calibre dois-je utiliser sur l'ampère-mètre? Le 200 mA, car c'est le plus petit des calibres utilisables, donc le plus précis.
À noter une particularité de l'ampèremètre, il faut relier un fil sur la borne 10 A quand on utilise le calibre 10 A et la borne mA quand on utilise les calibres 200 mA, 20 mA et 2 mA. Si tu n'arrives pas à faire ces exercices, regarde la vidéo expliquant la notion de calibre. Tu as les liens dans les commentaires. Mets en pause dès que les 3 questions apparaissent, puis remets en lecture. Il y a 2 exercices. On doit toujours utiliser le plus grand. 20 A est égal à 20 000 mA. On voit bien que c'est le plus grand, donc c'est celui-là que l'on utilise. Si l'appareil affiche 0.01 sur le calibre 20 A, c'est que la valeur vaut 0,01 A, soit 10 mA. On multiplie toujours par 1000 pour faire cette conversion. On peut utiliser tous les calibres supérieurs à cette valeur, soit 20 A bien sûr, mais aussi 200 mA et 20 mA. Par contre, le calibre 2 mA est trop petit, il est donc interdit. On doit parmi ces calibres possibles utiliser le calibre 20 mA, car c'est le plus petit des calibres possibles et donc le plus précis. Le but de la mesure est d'obtenir la valeur la plus précise possible. On doit toujours utiliser le plus grand. 10 A est égal à 10 000 mA. On voit bien que c'est le plus grand, c'est donc celui-là que l'on utilise. Si l'appareil affiche 0.11 sur le calibre 20 A, c'est que la valeur vaut 0,11 A, soit 110 mA. On multiplie toujours par 1000 pour faire cette conversion. On peut utiliser tous les calibres supérieurs à cette valeur, soit 10 A bien sûr, mais aussi 2000 mA et 200 mA. Par contre, le calibre 20 mA est trop petit, il est donc interdit. On doit parmi ces calibres possibles utiliser le calibre 200 mA, car c'est le plus petit des calibres possibles et donc le plus précis. Pour comprendre les lois des intensités, il faut maîtriser certaines bases. Savoir que l'intensité représente la force du courant électrique. Savoir qu'elle s'exprime en ampères, de symbole A. Savoir qu'un ampère vaut 1000 mA et que pour passer des ampères aux milliampères, on multiplie par 1000. Savoir donc également que pour passer des milliampères aux ampères, on divise par 1000. Savoir que l'on représente l'intensité par la lettre I majuscule et que pour dire qu'une intensité vaut 2 ampères, on va écrire I égale 2 ampères. Pour préciser de quelle intensité on parle, on peut l'indiquer en indice. IG sera l'intensité dans le générateur, I indice L1 l'intensité dans une première lampe, I indice M l'intensité dans un moteur, etc. Une fois cela connu, on peut s'intéresser aux lois dans les 2 types de circuits. Dans un circuit en série, tout d'abord, l'intensité est la même partout. Cette loi s'appelle la loi d'unicité, puisque l'intensité a une valeur unique dans tout le circuit. Dans cet exemple, on a donc IG égale IL égale IM. Si on nous donne une valeur, on les connaît donc toutes. Pour comprendre cette loi, il faut imaginer que le courant électrique est fait de petites billes qui se déplacent. On peut comparer cela à un collier de perles autour du cou d'une personne. Si on attrape une bille et qu'on la déplace, toutes les perles vont suivre et se déplacer à la même vitesse. Dans un circuit en série, c'est le même principe. Toutes les petites billes se déplacent à la même vitesse et donc la force du courant est partout la même. Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant fourni par le générateur est égale à la somme des intensités dans les autres dipôles. On a dans cet exemple IG égale IL plus IM. On appelle du coup cette loi la loi d'additivité, puisque l'on fait une addition. Il est facile de comprendre cette loi si l'on compare le courant électrique avec de l'eau qui circule dans un gros tuyau qui se divise ensuite en deux. On voit bien que la quantité d'eau qui va sortir du gros tuyau sera égale à celle qui entre par le premier petit tuyau, plus celle qui rentre dans le deuxième petit tuyau. Vous allez voir dans cette vidéo comment utiliser les lois des intensités dans les circuits à l'aide de 3 exercices types. La rédaction telle qu'elle est présentée est obligatoire. Dans le premier exercice, on a un circuit en série comprenant un générateur et 2 lampes. On donne l'intensité du courant dans la première lampe, 0,15 A. Que vaut l'intensité dans le générateur? Pour répondre, il faut connaître la loi qui s'applique. Dans un circuit en série, c'est la loi d'unicité et la réponse sera donc
D'après la loi d'unicité dans un circuit en série, toutes les intensités sont égales. On a donc Ig égale IL1 égale IL2 égale 0,15 ampères. L'intensité dans le générateur vaut 0,15 ampères. Dans le deuxième exercice, on a toujours un générateur et deux lampes, mais cette fois-ci en dérivation. On donne l'intensité dans la première lampe, 100 mA, et l'intensité dans la deuxième, 0,3 ampères. Déterminer l'intensité dans le générateur. Pour répondre, on applique cette fois-ci la loi d'additivité. L'intensité du courant dans le générateur est égale à la somme des autres. Pour rédiger, on commence par écrire les valeurs de l'énoncé. IL1 égale 100 mA et IL2 égale 0,3 ampères. Cette étape est très importante et va nous permettre de vérifier les unités qui doivent être identiques. Ce n'est pas le cas ici et il faut tout mettre en milliampères ou tout en ampères. On va voir les deux versions en parallèle. Pour passer des ampères en milliampères, on multiplie par 1000. Dans l'autre sens, on divise par 1000. On écrit ensuite le nom de la loi, puis son écriture mathématique. On remplace ensuite les lettres par les nombres correspondants, on fait ensuite le calcul et on écrit la réponse. On termine par une phrase réponse. Les deux résultats sont bien sûr équivalents. Pour comprendre l'esprit de cet exercice, c'est un peu comme si on vous dit qu'un serveur a posé 100 assiettes sur une table et 300 sur une autre, et que l'on vous demande combien il y en avait au départ. Il est évident que la réponse est 400. Le troisième exercice est quasiment le même. Le générateur et les deux lampes sont toujours en dérivation. Mais on donne cette fois-ci l'intensité dans le générateur, 0,5 ampères, et celle dans la deuxième lampe, 150 mA. On écrit les valeurs. Ig égale 0,5 ampères et IL2 égale 150 mA. Là encore, il faut convertir soit tout en ampères, soit tout en milliampères. On écrit ensuite la loi d'additivité, qui est toujours la même. Ig égale IL1 plus IL2. Par contre, cette fois-ci, c'est IL1 que l'on veut calculer. On va donc faire Ig moins IL2 égale IL1. La petite astuce à connaître est simplement de déplacer IL2 pour que l'intensité que l'on veut calculer, IL1, soit toute seule. Et quand on fait cela, le plus IL2 à droite devient moins IL2 à gauche. Deux façons de comprendre cela. D'abord, avec un exemple numérique. Si j'écris 4 égale 1 plus 3, j'ai bien aussi 4 moins 3 égale 1. J'ai déplacé le 3 à gauche, du égal, et pour que l'égalité reste valable, il faut que le plus 3 devienne moins 3. Deuxième façon, avec les assiettes. Si je dis que le serveur avait 4 assiettes et qu'il en a posé 3 sur une table, il ne lui en reste plus qu'une à poser sur la deuxième table. J'ai bien fait la différence, 4 moins 3. Si l'on reprend l'exercice, on voit qu'il suffit maintenant de remplacer les lettres par les valeurs, puis de faire le calcul. On écrit ensuite une phrase réponse. Pour conclure, il faut retenir que dans un circuit en série, il n'y a aucun calcul à faire, toutes les intensités sont égales. Dans un circuit en dérivation, il y a deux possibilités. Si l'on veut déterminer l'intensité du courant dans le générateur, on fait une somme. Si l'on veut déterminer une intensité autre que celle du courant dans le générateur, on fait une différence. Pour t'entraîner, tu peux utiliser le fichier Excel mis en commentaire. Chaque fois que tu ouvres de nouveau le fichier, les valeurs changent. Tu as la correction sur la feuille 2. Répète les exercices pour automatiser et gagner en efficacité et en rapidité. Respecte bien la rédaction, une grande partie de la note y est consacrée. Pour comprendre la notion de tension électrique, il faut d'abord avoir fait un peu d'électrostatique. Cela consiste simplement à frotter certains matériaux, une règle en plastique sur les cheveux par exemple. Ceci fait, la règle est capable d'attirer des morceaux de papier. En répétant ces expériences, on s'est aperçu que l'on pouvait décrire une propriété de la matière que l'on a appelée charge électrique, et on s'est aperçu que cette propriété ne pouvait avoir que deux natures, que l'on a appelées charge plus et charge moins. On s'est aperçu également que des charges identiques se repoussaient, et que des charges opposées s'attiraient. La matière n'est globalement pas chargée, car elle contient ses charges plus et moins, mais en quantité égale. Ces charges se neutralisent donc. Quand on frotte certains matériaux entre eux, l'un va arracher les charges négatives à l'autre. Le premier se retrouve donc chargé négativement et l'autre positivement. C'est ce qui se passe pour les gens ayant les cheveux électriques. La brosse va arracher des charges négatives aux cheveux qui se retrouvent donc tous chargés positivement, et donc se repoussent. Dans un conducteur électrique, les particules négatives peuvent se déplacer.
C'est ce déplacement, quand il se fait pour toutes les particules de la même façon, que l'on appelle un courant électrique. Intéressons-nous à une charge négative dans un conducteur. Branchons sur ce conducteur une pile. Les bornes de celle-ci s'appellent plus et moins car elles sont chargées plus et moins. Une fois branchée, on voit que la charge négative va être attirée par la borne plus et repoussée par la borne moins. Elle va donc se déplacer de la droite vers la gauche. On peut comparer cela à un déménagement. La caisse représente la charge négative, le plus de la pile une personne qui tire la caisse, et le moins une personne qui la pousse. Imaginons maintenant que l'on double la charge à gauche, tout en laissant la même à droite. Il paraît évident que la charge va se déplacer plus facilement, de la même façon que la caisse se déplacera plus facilement, avec une personne supplémentaire pour la tirer. Dernier exemple, doublons maintenant le nombre de charges à droite. Là encore, il paraît logique que la charge va se déplacer encore plus facilement qu'avant, comme si maintenant 2 personnes au lieu d'une poussaient la caisse. Revenons maintenant à cette notion de tension électrique. En fait, elle porte un autre nom également, on l'appelle différence de potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? C'est la capacité en un point d'attirer ou repousser une charge. Ici, pour un paquet de charges positives, on peut dire que l'on a un potentiel de plus 1 volt. Là, on a donc un potentiel de moins 1 volt. Ici, plus de volts. Là, toujours moins 1 volt. Ici, plus de volts. Et là, moins 2 volts. La tension électrique va nous permettre en fait de prévoir la capacité de déplacer facilement ou non les charges dans le conducteur. C'est une différence de potentiel. Faisons cette différence. Nous avons ici plus de volts, là plus 3 volts, et enfin ici plus 4 volts. On voit bien qu'effectivement, quand la tension augmente, la charge se déplace plus facilement. On peut continuer de comparer avec une caisse que l'on déplace. Une tension de plus 4 volts, cela peut être plus 1 volt d'un côté, moins 3 volts de l'autre, ou plus de volts d'un côté, moins 2 volts de l'autre, ou 4 volts d'un côté et 0 de l'autre, et ainsi de suite. Peu importe où sont les personnes, c'est le nombre de personnes agissant sur la caisse qui détermine sa facilité à se déplacer. Ici, 4 personnes. On peut voir une dernière situation. Imaginons que l'on a plus de volts de chaque côté. La tension sera donc de 0 volts, ce qui est logique. S'il y a 2 personnes de chaque côté de la caisse et qu'ils tirent en sens contraire, la caisse ne bougera pas. Pour finir, la tension électrique s'exprime donc en volts et se mesure avec un voltmètre. Chaque fil va mesurer un potentiel et l'appareil va faire la différence entre les deux. Il se branche donc logiquement en dérivation. Nous allons voir dans cette vidéo comment mesurer la tension du courant électrique. La tension se mesure avec un multimètre. Celui-ci peut mesurer plusieurs grandeurs. On va l'utiliser ici en tant que voltmètre puisqu'il va mesurer une grandeur s'exprimant en volts. Nous avons au collège 4 types de multimètres qui fonctionnent tous sur le même principe. Ils sont composés de 3 parties, un écran qui va afficher la valeur mesurée, un cadran autour duquel sont inscrits des nombres appelés calibres et des bornes de branchement. Le calibre est la plus grande valeur que l'appareil peut mesurer. C'est aussi souvent la plus grande qu'il peut supporter avant de griller. On se place donc toujours au départ sur le plus grand calibre, par sécurité. Les calibres qui nous intéressent ici sont en volts et on choisit toujours la zone sans la vague. Sur certains modèles, cela correspond à la partie marquée DCV, pour d'autres, le bouton central ne doit pas être enfoncé. Il faut ensuite choisir les bornes de branchement. COM signifie commun, on utilisera donc toujours cette borne sur laquelle on place un fil noir. On branche ensuite un deuxième fil sur la borne marquée V pour volt. Une fois cela fait, on peut brancher le voltmètre dans un circuit. Attention, il se place toujours en dérivation sur le dipôle pour lequel on souhaite déterminer la tension. Attention également, la borne COM doit toujours être branchée en direction de la borne négative du générateur, borne noire. Si ce n'est pas le cas, un signe moins apparaît. Il suffit alors d'inverser les fils sur le voltmètre pour le faire disparaître. L'inconvénient des grands calibres étant de manquer de précision, on va aller vers les petits calibres pour l'améliorer. Attention, on ne doit surtout pas dépasser le calibre. Il faut donc convertir correctement la mesure effectuée si l'on passe sur un calibre en millivolts. Pour passer des volts en millivolts, on multiplie par 1000. Si on a mesuré 0,12 volts, on a donc 0,12 fois 1000 égale 120 millivolts. On peut donc aller jusqu'au calibre de 100 millivolts sans risque, la mesure sera bien inférieure au calibre. Si je me trompe dans mon changement de calibre et qu'il est dépassé, l'appareil va afficher un message d'alerte. Suivant l'appareil, ce sera un chiffre 1 suivi d'un point ou l'affichage
OL. Je dois aussitôt débrancher un fil du multimètre pour éviter qu'il grille. En fin de manipulation, je commence toujours par débrancher un fil du voltmètre, puis je pense bien tourner sur le bouton sur OFF pour préserver les piles. Pour retrouver les lois des intensités et des tensions dans les circuits électriques, il faut savoir qu'il existe deux types de lois. Soit toutes les valeurs sont égales, soit celle correspondant au générateur est égale à la somme des autres. On a donc ceci. Loi d'unicité, IG égale I1 égale I2. Loi d'égalité, UG égale U1 égale U2. Loi d'additivité pour les intensités, IG égale I1 plus I2. Loi d'additivité pour les tensions, UG égale U1 plus U2. Pour savoir quelle loi correspond à quel circuit, il suffit de s'intéresser à l'intensité dans un circuit en dérivation. On voit que le courant fourni par le générateur se divise entre les deux dipôles. On ne peut donc pas avoir la loi d'unicité. On a donc pour un circuit en dérivation la loi d'additivité des intensités. On en déduit que pour un circuit en série, c'est la loi d'unicité. Il faut savoir ensuite que les lois des tensions et des intensités sont inversées. On a donc pour un circuit en série la loi d'additivité des tensions et pour un circuit en dérivation la loi d'égalité. Un résistor, souvent appelé également résistance, est un composant cylindrique sur lequel sont tracés des anneaux de couleur. Ce composant, ça a créé une résistance au courant électrique. Il diminue ainsi l'intensité du courant et va souvent être placé à côté d'un autre composant pour que celui-ci ait juste l'intensité dont il a besoin. Le résistor transforme en fait une partie de l'énergie électrique en énergie thermique. On appelle cela l'effet Joule. C'est cet effet que l'on utilise avec la résistance d'un four, d'un radiateur, etc. Un résistor est donc caractérisé par sa résistance, exprimée en ohms. C'est pour cela qu'on appelle aussi le composant résistance, et il faudra donc veiller à ne pas confondre la grandeur et le composant. La résistance se mesure avec un ohmmètre, ou peut être déterminée approximativement à l'aide des anneaux colorés et d'un code des couleurs. Les premiers anneaux indiquent des chiffres que l'on écrit côte à côte, obtenant ainsi un nombre. L'avant-dernier anneau indique par quel multiple de 10 on doit multiplier ce nombre. K signifie kilo, donc 1000. M signifie méga, donc 1 million. G signifie giga, donc 1 milliard. Le dernier anneau indique l'incertitude sur la valeur. Ici, on a donc 2 pour le premier anneau, 4 pour le deuxième, 7 pour le troisième. Le quatrième nous indique qu'il faut multiplier par 10 000 ce nombre. On a donc une résistance de 2 470 000 ohms. Le dernier anneau nous indique que cette valeur est connue à 10% près, c'est-à-dire à 247 000 ohms près. On sait au final que la valeur est comprise entre 2 470 000 moins 247 000 et 2 470 000 plus 247 000, c'est-à-dire entre 2 223 000 ohms et 2 717 000 ohms. On peut également déterminer la résistance à l'aide de la loi d'Ohm. Cette loi relie la tension électrique exprimée en volts, l'intensité exprimée en ampères et la résistance exprimée en ohms. On a donc R égale U divisé par I, et si on connaît ces deux valeurs, on peut déterminer R en faisant bien attention aux unités utilisées. La résistance électrique est une grandeur qui mesure la capacité qu'a un matériau d'empêcher le courant électrique de passer, d'où ce terme de résistance. Un isolant électrique a donc une très grande résistance et un conducteur une très petite résistance. La résistance exprime en ohms et le symbole de cette unité est la lettre grecque oméga. On mesure la résistance avec un ohmmètre. Pour cela, on commence par repérer la zone correspondant à la lettre oméga. On peut commencer par le plus grand calibre, comme d'habitude, mais cela n'a pas vraiment d'importance ici, on ne peut pas faire griller l'appareil si on met un calibre plus petit que la mesure. Il y aura juste le signal d'alerte habituel. On place ensuite un fil sur la borne COM et un autre sur la borne ohm. On relie pour finir les fils aux extrémités du composant ou du matériau dont on veut déterminer la résistance. Ceux-ci doivent absolument être isolés de toute alimentation électrique. Si ce n'est pas le cas, l'appareil peut griller. À titre d'exemple,
la mesure de la résistance d'un petit morceau de métal sera de quelques ohms. Celle de l'air, quand l'appareil n'est pas branché en fait, ne peut pas être mesurée car elle est trop grande. L'appareil affiche le signal d'alerte, ce qui signifie que même le plus grand calibre est dépassé. Elle est donc supérieure à 200 millions d'ohms. La loi d'Ohm est une formule qui relie la tension aux bornes d'un dipôle, l'intensité du courant qui le traverse, ainsi que sa résistance. Elle s'écrit en général U égale R fois I, avec U en volts, R en ohms et I en ampères. Elle est valide pour certains composants appelés conducteurs ohmiques. Un exemple classique de conducteur ohmique est le résistor. Cette loi peut également s'écrire R égale U divisé par I ou I égale U divisé par R. On peut retrouver cette loi par l'expérience. On commence par déterminer la résistance d'un résistor que l'on veut étudier. Elle vaut ici 46,7 ohms. On réalise ensuite le montage correspondant à ce schéma. Le voltmètre nous permet de connaître la tension aux bornes du résistor. L'ampèremètre nous permet de déterminer l'intensité du courant qui le traverse. On utilise un générateur variable. On va pouvoir régler la tension entre ces bornes et donc celle entre les bornes du résistor. Cela nous permet de compléter le tableau suivant. Les intensités ayant été mesurées en milliampères, on doit les convertir en ampères. Pour terminer, on calcule le rapport U divisé par I et on s'aperçoit qu'il est bien égal à la résistance. On retrouve donc la loi d'Ohm sous sa forme R égale U sur I. On peut aussi tracer la courbe représentant U en fonction de I. On sait que la courbe passe par l'origine, puisque s'il n'y a pas de tension entre ces bornes, le résistor ne peut pas être traversé par un courant. C'est un récepteur. On peut calculer le coefficient directeur de cette courbe en prenant 2 points sur celle-ci, par exemple celui-ci et l'origine. La pente se calcule comme ceci, UR1 moins 0 divisé par I1 moins 0, qui peut donc se simplifier en UR1 divisé par I1. On voit que l'on fait finalement le même calcul que dans le tableau. On retrouve donc là aussi la valeur de la résistance et la forme U sur I égale R de la loi d'Ohm. Ici les valeurs sont parfaites, il va de soi que suivant le matériel dont on dispose, des écarts peuvent apparaître et on retrouvera de manière plus approximative cette loi. Il est à noter que le fait que le rapport U sur I soit constant et que la courbe soit une droite passant par l'origine montre que U et I sont proportionnels pour un résistor. Le coefficient de proportionnalité est égal à la résistance. La loi d'Ohm est donc une relation de proportionnalité. Tu vas voir dans cette vidéo des exercices correspondant aux 3 façons d'utiliser la loi d'Ohm. Voici le premier énoncé. On mesure la tension aux bornes d'un résistor 5 volts et l'intensité du courant qui le traverse 200 mA. Que vaut la résistance du résistor? On commence par écrire les valeurs données par l'énoncé. U égale 5 volts et I égale 200 mA. On regarde les unités et on constate que l'intensité n'est pas dans son unité légale, l'ampère. On convertit donc en divisant par 1000. On a donc I égale 0,2 ampères. On écrit ensuite le nom de la loi utilisée, la loi d'Ohm, et sa forme classique, U égale R fois I. On la transforme pour pouvoir calculer R, c'est-à-dire que l'on fait passer I à gauche du égal. Multiplié à droite devient divisé à gauche et on obtient U sur I égale R. On aurait aussi pu écrire directement cette formule si on la connaît, mais dans tous les cas, il faut savoir transformer. On remplace ensuite par les valeurs, puis on fait le calcul. L'unité est l'unité légale, le ohm, puisque l'on n'a utilisé que des unités légales. On fait ensuite une phrase réponse. La résistance vaut donc 25 ohms. Le deuxième exercice a pour énoncer ceci. Un résistor de résistance 3 kΩ est soumis à une tension de 300 mV. Que vaut l'intensité du courant qui le traverse? On écrit là aussi les valeurs trouvées dans l'énoncé. R égale 3 kΩ et U égale 300 mV. On constate là aussi que les unités ne sont pas les unités légales. On convertit 3 kΩ en ohms en multipliant par 1000, ce qui fait 3000 ohms, et on convertit 300 mV en volts en divisant par 1000, ce qui fait 0,3 volts. On écrit ensuite le nom de la loi d'Ohm, puis sa forme classique U égale R fois I. On la transforme en faisant passer R à gauche du égal.
Multiplié à droite devient divisé à gauche du égal. On a donc U sur R égale I. On remplace les lettres par leurs valeurs puis on calcule. L'unité et l'unité légale, leur ampère, puisque l'on n'a utilisé que des unités légales. On écrit ensuite la phrase réponse. L'intensité du courant dans le résistor vaut donc 0,0001 ampères. Le troisième exercice a pour énoncé ceci. Un résistor de résistance 2 kΩ est traversé par un courant d'intensité 100 mA. Que vaut la tension entre ces bornes? On écrit là encore les valeurs, puis on observe les unités. La résistance doit être mise en ohms en multipliant par 1000, soit ici 2000 ohms. L'intensité doit être mise en ampères en divisant par 1000, soit ici 0,1 ampère. On écrit le nom de la loi d'Ohm, puis la relation que l'on utilise ici avec sa forme classique, U égale R fois I. On remplace les lettres par les valeurs, puis on calcule. L'unité de la tension est le volt, puisque l'on a utilisé uniquement des unités légales. On écrit ensuite la phrase réponse. La tension entre les bornes du résistor vaut donc 200 volts. Entraîne-toi maintenant avec le fichier indiqué dans la description de cette vidéo. Les valeurs changent chaque fois que tu ouvres le fichier et tu as la correction en page 2. Refais-les régulièrement pour mieux mémoriser et automatiser. Tu gagneras ainsi en vitesse et tu éviteras des erreurs. Nous allons voir dans cette vidéo comment retrouver la loi d'Ohm à l'aide d'une expérience toute simple en utilisant le tableur. Donc l'expérience de base est une expérience très classique. On a un résistor que l'on va relier à un générateur de tension variable. On va faire varier la tension au niveau du générateur. Du coup, la tension au niveau du résistor va changer. Et on va mesurer pour chaque valeur de tension. On va pouvoir mesurer avec l'ampèremètre une valeur d'intensité. On va aussi mesurer la résistance du résistor à l'aide d'un ohmmètre. Et on s'aperçoit que la résistance du résistor étudié est de 46,7 ohms. En faisant cette expérience, on va aboutir à ce tableau de valeurs, la tension et puis l'intensité que l'on obtient ici en milliampères. Donc la première chose à faire va être de convertir l'intensité en ampères. Donc je vais le faire sur cette ligne. Donc notre intensité ici sera en ampères. Et pour convertir, donc on passe des milliampères aux ampères en divisant par 1000. Donc je vais simplement l'indiquer au tableur en tapant dans cette cellule égale l'intensité qui est ici. Je clique sur la cellule, divisé par 1000. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus qu'à utiliser l'incrémentation. Donc je vais mettre en bas à droite. Une fois que la croix est apparue, je vais étirer jusqu'ici et je vais obtenir toutes mes valeurs. Je peux après modifier en fait les cellules de façon à n'avoir que 3 chiffres significatifs, ce qui est le cas ici. Et puis voilà, on termine notre tableau en mettant toutes les lignes et les colonnes. Et puis on va centrer comme les autres lignes. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir retrouver la loi d'Ohm. Pour cela, on va montrer que la tension et l'intensité sont proportionnelles. Et pour le montrer, on va diviser la tension par l'intensité. Donc on obtient des volts divisé par des ampères. Donc c'est la même technique que tout à l'heure. Je vais cliquer sur une cellule, je fais égal. Alors je n'ai pas cliqué sur celle-là puisque si je fais ce calcul on divise par 0, ce qui est impossible. Donc je vais le faire sur la deuxième. Donc égal la tension qui est ici divisé par l'intensité qui est en ampères. Une fois que j'ai fait ça, je peux étirer. Et je m'aperçois que toutes les valeurs en fait sont identiques. On remarque en plus que la valeur qui est obtenue correspond à la valeur que l'on avait mesurée pour la résistance. On a donc finalement cette relation U divisé par I qui est égale du coup à la résistance. Donc ça c'est une des formes de la loi d'Ohm. La forme habituelle, en général on met le I à droite, donc comme c'est divisé à gauche, si je fais passer le I de l'autre côté, ça va me donner R fois I, qui est la forme classique de la loi d'Ohm. Donc maintenant, une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir tracer le graphique représentant la tension en fonction de l'intensité. Donc pour ça, en fait, je vais prendre ici mes valeurs. Je vais les décaler à cet endroit-là. Et puis, en fait, je vais simplement inverser mes deux lignes. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette
l'axe des abscisses, ce qui va correspondre à l'axe des abscisses en premier, et puis en deuxième la tension. Ensuite je sélectionne mes valeurs, je viens cliquer ici, ou alors je peux faire insérer diagramme, c'est la même chose. J'ai le menu qui apparaît avec les différents graphiques. Donc type de diagramme, je vais choisir XY, dispersion. Je ne vais pas mettre de tracé, en fait je vais garder que les points. Ensuite, plage de données, il faut lui indiquer que mes données elles sont sous forme de ligne et pas de colonne. Donc je clique ici et dès que je vais faire ça, je vois ma courbe qui apparaît. Ensuite les éléments du diagramme, donc je vais mettre un titre, donc courbe représentant la tension en fonction de l'intensité. Donc ce type de courbe pour un composant, on appelle cela la caractéristique. L'axe X, donc l'axe des abscisses, correspond à l'intensité en ampères. L'axe Y correspond à la tension en volts. Donc une fois que l'on a fait ça, on peut faire terminer. On a notre graphique qui est fait. Et puis maintenant, on va commencer à l'exploiter. Donc on peut commencer par modifier ici les petites icônes, puisque on va plutôt mettre des croix plutôt que des petits losanges comme on avait. Et une fois que l'on a ça, on va pouvoir tracer notre courbe. Donc moi j'aime bien le faire comme on fait en fait quand on le fait sur papier, c'est-à-dire que je vais faire insertion, forme, une ligne. Je vais passer ici par mon origine. Alors je sais que ce point est forcément parfaitement juste, puisque s'il n'y a pas de tension au bord du résistant, on ne peut pas avoir d'intensité. Et je vais tracer la courbe qui passe par le maximum des points. Ici, ma courbe elle est parfaite, donc je vais passer absolument par tous les points. Donc voilà, si ensuite je veux retrouver mon coefficient directeur de la courbe qui va correspondre à la résistance, je peux en fait faire un calcul où je vais pouvoir utiliser l'outil régression linéaire. Donc maintenant on va pouvoir déterminer en fait le coefficient directeur de cette courbe aussi par régression. Donc on va aller dans données, statistiques, régression. On va lui indiquer en fait pour cette première courbe que l'on prend cette ligne. Pour la deuxième courbe, on prend celle-ci. Et on va afficher les résultats ici. Là, on est sous forme de ligne. On affiche les résultats. Et on voit la pente en fait de notre courbe qui apparaît. Donc, il y a une pente de 46,7. D'accord, donc qui correspond bien à nouveau à la résistance. Pour comprendre la notion de puissance, il faut déjà avoir compris celle d'énergie. L'énergie, ce qui permet de chauffer, de bouger, par exemple. Elle est contenue dans l'électricité, la lumière. Elle est exprimée en joules. On a donc plein de sortes d'énergie, lumineuse, électrique, chimique, dans les molécules, thermique, nucléaire, cinétique, liée au mouvement, etc. Il faut bien comprendre que l'on ne peut pas créer ou détruire de l'énergie. C'est un concept de base en physique. On peut par contre transformer cette énergie d'une forme en une autre. Ainsi, notre corps transforme l'énergie chimique contenue dans les aliments en énergie thermique dans nos cellules musculaires qui à son tour va se transformer en énergie cinétique lorsque notre corps ou une partie de notre corps se déplace. Quelque chose qui transforme une énergie en une autre est appelé en physique un convertisseur d'énergie. Ainsi, tous les appareils électriques sont des convertisseurs. Ils transforment l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, thermique pour un grille-pain, lumineuse pour une lampe par exemple. Il y aura souvent des pertes d'énergie dans les convertisseurs, en général sous forme d'énergie thermique. Une fois cela compris, nous pouvons nous intéresser à la puissance. C'est en fait la quantité d'énergie qui est transformée par un convertisseur en 1 seconde. Elle s'exprime en watts. Ainsi, une lampe de 5 watts transforme 5 joules d'énergie électrique par seconde en énergie lumineuse et en perte d'énergie. Un moteur thermique de 1500 watts transforme lui 1500 joules en 1 seconde en énergie cinétique et en perte d'énergie. Il existe une formule simple reliant puissance, énergie et temps. On peut la trouver à partir d'exemples. Si 1000 joules sont transformés en 4 secondes, 250 joules le sont par seconde. La puissance vaut donc 250 watts.
On a trouvé cette puissance en divisant E par T. On a donc la formule P égale E sur T, qui peut se transformer en E égale P fois T, ou T égale E sur P. C'est cette formule que l'on utilisera désormais dans les calculs, en respectant bien les unités légales. L'énergie E doit être en joules, la puissance P en watts et le temps T en secondes. Le cas des fournisseurs d'électricité est une exception. Ils expriment l'énergie en kilowattheures, et la puissance est donc exprimée en kilowatts et le temps en heures. Pour transformer les kilowattheures en joules, il faut comprendre que ces unités peuvent être retrouvées à partir de la relation E égale P fois T. Si la puissance P est en kilowatts et le temps T en heures, alors l'énergie est en kilowattheures. C'est cette unité d'énergie qui est utilisée par les fournisseurs d'électricité. Si par contre on utilise les unités légales pour la puissance, c'est-à-dire le watt, et pour le temps, c'est-à-dire la seconde, alors l'énergie sera en joules. On voit donc que les joules sont en fait des watts-secondes. Convertir des kilowattheures en joules, c'est donc convertir des kilowatts en watts et des heures en secondes. 1 kilowatt vaut 1000 watts et une heure vaut 60 minutes, soit 60 fois 60 secondes, soit 3600 secondes. Quand on a 15 kWh par exemple, c'est comme si dans la relation précédente, on avait remplacé P par 15 kW et T par une heure. On a bien 15 kW fois une heure qui est égal à 15 kWh. Voici du coup la technique pour convertir sans se tromper. On va toujours commencer par écrire 15 kWh est égal à 15 kW fois une heure. On convertit ensuite les kilowatts en watts et une heure en secondes. On a donc 15 kWh égale 15 000 watts fois 3600 secondes, soit 54 millions de joules. L'astuce à retenir pour convertir cette unité, mais qui est aussi valable pour toutes les unités composées, est donc de séparer les unités en gardant le nombre de départ pour la première et d'introduire le chiffre 1 pour les autres. Par exemple, 25 kWh est égal à 25 kW fois une heure, égale 25 000 watts fois 3600 secondes, égale 90 millions de joules. Pour une vitesse à convertir en mètres par seconde, on aurait 100 km par heure, égale 100 km divisé par une heure, égale 100 000 mètres divisé par 3600 secondes, égale 27,8 mètres par seconde. Le but de cette vidéo va être de comprendre pourquoi en fait on peut avoir un courant électrique dans certains matériaux, pourquoi certains matériaux sont de très bons conducteurs et pourquoi ce n'est pas le cas dans d'autres, pourquoi ils vont laisser passer beaucoup moins facilement le courant. Donc l'idée au départ, ça va être de partir du modèle de l'atome que l'on voit au collège, en 3e en particulier, avec donc du coup un noyau autour duquel tournent des électrons. Donc pour modéliser en fait un atome, ici on va imaginer que les noyaux sont représentés par le tronc des arbres. Et en fait on peut imaginer qu'un électron va correspondre à une personne qui tournerait comme ça autour du tronc de l'arbre. Donc il faut imaginer en fait voilà, des personnes qui tourneraient autour des troncs des arbres qui sont en face de nous. Ce qui va se passer en fait naturellement dans un matériau, c'est qu'à un moment, un électron va pouvoir se trouver à mi-chemin entre deux noyaux. Et alors qu'il tournait autour d'un premier noyau, quand il va passer à mi-distance entre les deux, il va pouvoir être attiré par le deuxième noyau et se mettre à tourner autour de celui-ci. Donc ce qui se passe en fait dans un matériau, c'est que ces électrons tournent comme ceci autour des noyaux et vont pouvoir passer d'un noyau à l'autre. Donc cela se fait naturellement, mais ce déplacement en fait, d'électrons se fait de manière totalement aléatoire. Ils vont partir absolument dans tous les sens. On n'a pas vraiment un courant en fait d'électrons. Pour faire ce courant d'électrons, il faut imaginer que l'on branche un générateur. Donc en branchant le générateur sur le matériau, c'est comme si d'un côté, d'accord, face à moi par exemple, je branchais une borne plus. Et puis dans mon dos, ici, je branchais une borne moins. Sous l'effet de ces bornes, les électrons vont se mettre à se déplacer. Donc un électron, il faut penser qu'il est chargé négativement, donc il va être repoussé par la borne qui est de ce côté,
moins et moins se repousse. Et au contraire, il va être attiré par la borne plus qui se situe de l'autre côté. À partir du moment où on fait ça, les bornes en fait du générateur ont beaucoup plus de charge, donc ont une attraction, une répulsion beaucoup plus grande que les noyaux. Donc du coup les électrons vont se mettre à se déplacer, donc de la borne moins vers la borne plus. Maintenant, il faut imaginer, on le voit très bien en fait en regardant la forêt devant moi, il faut imaginer que ce déplacement va quand même être plutôt compliqué, puisqu'on voit en fait qu'il y a des noyaux absolument dans tous les sens, donc des obstacles absolument dans tous les sens, et donc du coup il va être difficile de se déplacer d'une borne vers l'autre. On va être obligé en fait de faire des détours pour éviter les différents obstacles. Il va être quasiment impossible de se déplacer en ligne droite. Donc voilà, ça correspondrait à un matériau qui n'est pas un très très bon conducteur. Le chemin en fait à suivre par les électrons est assez compliqué et donc du coup le courant ne va pas pouvoir passer très très facilement. On va maintenant voir une autre situation où le courant va pouvoir se déplacer de manière beaucoup plus facile. On se retrouve maintenant dans un bois qui est totalement différent, où on voit en fait que les arbres ont été plantés en suivant en fait des rangées parfaitement rectilignes. Et cette structure en fait dans ce bois correspond vraiment à ce que l'on retrouve dans un métal, dans un conducteur d'une manière générale. Les atomes sont disposés dans des plans parallèles et il va exister comme là des sortes de couloirs dans lesquels les électrons vont pouvoir se placer très facilement. Donc si on raisonne comme dans l'autre bois en imaginant que voilà, ce bois est un morceau en fait de conducteur, on imagine que l'on branche un générateur avec une borne moins par exemple en face de moi et puis derrière moi une borne plus. On voit en fait que tous les électrons, quand ils vont se retrouver à l'intérieur de cette sorte de couloir, donc entre les rangées de noyaux en fait, ces électrons vont être repoussés par la borne moins et vont être attirés du coup vers la borne plus. Du coup ils vont se déplacer sur ce couloir en direction de la borne plus et on voit en fait qu'il n'y a aucun obstacle pour les empêcher de passer. Donc du coup avec un même générateur, le courant électrique va être beaucoup plus important que dans l'autre bois, c'est-à-dire que dans un matériau moins bon conducteur. À l'aide de cette comparaison, on peut préciser deux choses. D'abord la notion vraiment de courant électrique, c'est-à-dire que là il faudrait imaginer que les électrons passent d'un noyau à l'autre de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de générateur, les électrons vont se déplacer à l'intérieur du matériau, mais certains vont partir vers la gauche, d'autres vers la droite, d'autres en face de moi, d'autres derrière moi. Donc ils vont se déplacer un petit peu dans tous les sens. La notion de courant électrique, elle est liée au fait que tous les électrons vont se déplacer en même temps. À partir du moment où je vais mettre une borne moins en face de moi et une borne plus dans mon dos, tous les électrons vont être attirés en direction de cette borne plus. Donc ils vont former un courant d'électrons qui vont tous se déplacer dans le même sens. C'est ce que l'on appelle un courant électrique. On pourrait comparer ça avec la notion de courant d'air. C'est exactement la même chose dans l'air, en fait, les molécules se déplacent absolument dans tous les sens, sauf que dans certains cas, elles peuvent se déplacer toutes dans le même sens. C'est dans le cas du vent, par exemple, ou quand on parle justement de courant d'air. Donc on retrouve cette notion de courant, c'est-à-dire de particules qui se déplacent toutes dans le même sens. La deuxième précision que l'on peut faire, c'est par rapport à la notion de résistance. La résistance électrique, c'est une propriété des matériaux qui indique, plus cette résistance est élevée, qu'ils empêchent le courant de passer. Donc dans un conducteur, la résistance est très faible, et dans un matériau moins conducteur, elle sera plus élevée. Et en fait, on peut parfaitement comparer ça avec la circulation ici dans ce bois, où on voit en fait que l'on peut circuler facilement sans obstacle. Donc on est vraiment dans la situation où la résistance est très très faible, alors que l'on a vu que dans l'autre bois, c'était beaucoup plus délicat et il y avait toujours des obstacles en face de moi que j'étais obligé de contourner. Donc dans le premier bois, la résistance était plus élevée que dans ce bois-ci.